C'est l'heure de vous informer. Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les grands titres de cette édition. RDC Éducation, un hommage au goût amer. C'est normalement une célébration, mais aujourd'hui le cœur n'y était pas. Alors que le pays marque la journée de l'enseignement, entre les bancs vides et les crêpes posées, le corps enseignant exprime un profond malaise suite à la précarité persistante. Assemblée nationale, Jacquemain Chabani maintient le cap. Le suspense a tenu l'hémicycle en haleine, mais le verdict est tombé. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a survécu à la tempête parlementaire. La motion de défiance qui le visait a été stoppée net, lui offrant un nouveau souffle politique au-delà des critiques vives de l'opposition. Et puis en Ituri, c'est le soulagement sur la route nationale numéro 27, une bouffée d'oxygène pour l'économie et la sécurité dans l'Est. Après des semaines d'incertitude et de blocage, le trafic reprend enfin sur cet axe dans le territoire de Djougou après les récentes prouesses des FARDC qui ont mis en déroute la milice CRP. Le décor est planté, merci de suivre le développement de ces titres. La soirée du mercredi 29 avril a été décisive pour les élus nationaux à l'Assemblée nationale de la RDC. Une motion incidentielle du député Garissa Kata stoppait la motion de défiance contre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, Trésor Cornet-Tambi pour le commentaire. Déposer, examiner puis rejeter, c'est le sort de cette motion de défiance contre le vice-premier ministre de l'Intérieur, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. Pourtant, elle avait déjà les signatures des 56 députés nationaux. Une motion incidentielle clamée par le député national Garissa Kata a été salvatrice pour donner du souffle au numéro 1 de la territoriale. La motion de l'honorable Sakata. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La motion soulevée par l'honorable Sakata est adoptée. Initiateur de la dite motion contre le VPM de l'Intérieur, le député national Ladi Yangotila dit avoir fait sa part en tant qu'élu du peuple. Ce qu'on doit retenir, c'est que Ladi a fait sa part. C'est lui de dire qu'il y a insécurité, qu'il y a ingérence pour des raisons partisanes et que nous devons nous battre pour sécuriser la population. Comme la démocratie a sa dictature, il y a eu une motion incidente soulevée par un professeur de droit de surcroît. Une motion, déjà que nous avions initiée, va se faire buter à une autre motion, ce qui est inconcevable. On commence d'abord par épuiser la première motion avant d'entamer une deuxième motion. Par ailleurs, lors de sa prise de parole devant l'auguste assemblée, l'élu de la Tiopo a désapprouvé les attaques contre sa personne en citant les noms d'un de ses collègues, le député national Toby, qui serait parmi les députés nationaux ayant reçu des sommes d'argent de la part du vice-premier ministre pour rejeter sa démarche avant de les retirer. Honorable Toby, soyez posé. Tu prendras ton temps de venir parler ici. Honorable Toby, ne cherche pas à justifier l'argent que tu as raquetté chez les VPM. Honorable Ladi. Honorable professeur, je retire. Je retire. Merci. Pour sa part, le député national Justin Bitakwira appelle à privilégier les questions sécuritaires de l'Est de la RDC au lieu de rester dans ce qu'il qualifie de querelles inutiles. L'Assemblée nationale iranienne aujourd'hui, la priorité c'est contre les bombardements israéliens et américains. Et nous oublions que le Rwanda nous bombarde pour nous amener dans des futilités pendant des heures et des heures. La priorité de la RDC, c'est de mettre fin à la guerre. Rappelons que parmi les reproches faits à Jacquemain Chabani figurait notamment la question liée à l'insécurité persistante à Kinshasa, l'inefficacité de l'opération Ndobo, la dégradation de la situation sécuritaire et l'ingérence dans les provinces, l'entrave institutionnelle et l'excès du pouvoir. La motion soulevée par l'honorable Sakata est adoptée. À l'Assemblée nationale, la gestion des fonds publics alloués à la Sotexki pour sa relance suscite des interrogations lors d'une enquête orale avec débat adressé au ministre de l'Industrie. Le député national Fontaine Mangala a appelé à la création d'une commission d'enquête en cause l'utilisation de 7,6 millions de dollars débloqués par le gouvernement pour laquelle il évoque des sérieuses présomptions de détournement. Méchat Lofaka pour le reportage. Autrefois,
fleuron de l'industrie textile en Afrique centrale, grâce à l'exploitation du coton local. La Sotexi est en proie en ces jours d'énormes difficultés persistantes. Fermée depuis 2022, sa relance pourtant soutenue par un financement public conséquent suscite désormais une vive interrogation à l'Assemblée nationale, où les débats s'est intensifié autour de la gestion des 7 600 000 $ débloqués en 2023, comme l'explique le député Foten Mangala. Le gouvernement de la République a disponibilisé 7 660 000 $ pour la relance de la Sotexi. Mais lorsque nous prenons seulement les tableaux synthèse des affectations, l'on se rend compte que les DG justifient 1 278 000 pour les émoluments des administrateurs. Alors, déjà, le gouvernement vous donne 7 millions seulement, mais vous avez déjà utilisé pour des émoluments 1 200 000. Ça pose déjà un sérieux problème. L'élu du peuple dénonce un possible scandale financier, pointant des incohérences dans l'utilisation des fonds, des dépenses jugées injustifiées, notamment pour l'électricité, alimentent les soupçons de mauvaise gestion. Lorsque l'on avance la SNEL et la régie des eaux, ça prend pratiquement 200 000 $. On se pose la question, alors que si l'on vérifie sur le terrain aujourd'hui, la Sotexi n'a même pas l'électricité. Alors ça pose un sérieux problème. J'ai été content lorsque le ministre a dit qu'il faudrait une commission, l'Assemblée nationale et gouvernement pour aller enquêter sur ces faits. C'est pourquoi je demande, honorable président, il faudrait que cette commission soit rapidement constituée pour que la vérité soit... Parce qu'au moment où nous sommes en train d'aborder cette question, tous nos électeurs dans la ville de Kisangani nous suivent. Ils veulent savoir la vérité sur cette question. Face à ces préoccupations, une commission d'enquête parlementaire pourrait voir les jours afin de faire toute la lumière sur ces dossiers. Célébrer le 30 avril de chaque année, la Journée nationale de l'enseignement en RDC est une occasion pour la communauté nationale de rendre hommage aux enseignants congolais. Mais dans le contexte actuel, la commémoration peine à reprendre les allures festives. Faiblement rémunérés, les enseignants du primaire perçoivent en moyenne entre 100 et 145 $ américains, illustrant les difficultés persistantes de ce secteur clé. Les détails avec Aaron Kankou. Décidément, la Journée nationale de l'enseignement, jadis célébrée avec faste pour les loyaux services que la profession enseignante rend au pays, s'est transformée en un fleuve d'illusions. Les constats est alarmant, les enseignants continuent de travailler dans des conditions difficiles. Nombreux dénoncent des retards des salaires et pour la quasi-totalité des professionnels de la CRE, la paie reste insuffisante pour couvrir des besoins de base. À cela s'ajoutent des trous liés aux infrastructures avec des classes surchargées, les manques des bancs, des manuels scolaires et parfois même des bâtiments adaptés. Doit-on évoquer la paix sociale pour cette catégorie socio-professionnelle? Assurément non. Malgré ces difficultés, les enseignants continuent de prester dans l'objectif de bâtir la société congolaise. Les tableaux renvoient à la question de savoir la place réelle accordée à l'éducation dans le pays, car sans des bonnes conditions pour les enseignants, il est difficile de bâtir un avenir prometteur pour les pays. En cette journée nationale de l'enseignement, au-delà des discours, les enseignants attendent surtout des actions concrètes visant à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Dans un contexte sécuritaire délicat, la province de l'Ituri a célébré la Journée nationale de l'enseignement sous une médiation. Les syndicats des enseignants ont émis le vœu de voir leurs conditions sociales être améliorées. Détail dans ce reportage de Joël Balinda depuis l'Ituri. En Ituri, la journée mondiale de l'enseignement s'est déroulée dans un contexte sécuritaire tendu, marqué par l'activisme des groupes armés. Pas de festivités, mais une méditation. Le bureau de l'intersyndical des enseignants a ouvert ses portes pour porter haut la voix du corps enseignant. Chers collègues, notre force réside dans notre unité. L'ouverture de ce bureau n'est pas une fin à soi, mais le début d'un chemin collectif vers une école plus juste, plus transparente et plus respectueuse des enseignants. À ce jour de célébration, nous réaffirmons notre engagement. L'enseignant est le pilier de la société et sa voix doit être
attendue et respectée. Entre insécurité et conditions salariales chaotiques, les enseignants continuent malgré tout à servir loyalement la nation congolaise. Une situation difficile alors que se profilent les évaluations certificatives. Le président de l'intersyndicale, M. Urunga Patrick, adresse ses recommandations au gouvernement. Vous connaissez très bien, il y a des enseignants qui sont sous les bâches, il y a des enseignants qui sont à Brousse, il y a des enseignants qui sont ailleurs, parce qu'ils n'ont pas même moyen de se réduire, parce qu'il y a des guerres par-ci par-là. Ils devaient payer d'abord la province, parce que chez nous ici à la province de l'Ituri, d'où il y a des guerres par-ci par-là, on devait solder d'abord les gens de l'Ituri, mais ce que nous voyons, c'est comme si ce sont des petites choses que nous ne comprenons pas. Hier à Vendez, on vient de payer les gens de Kinshasa, on vient de payer les gens de l'intérieur, là où il y a un problème. C'est ce que nous demandons au gouvernement congolais, qu'il puisse faire des efforts pour nous payer d'abord, nous les gens de la province avant l'État, parce que c'est nous que nous souffrons ici à la province. Dans des petits coins là où il y a des guerres, à d'autres à Mambasa, là où il y a des situations, à d'autres à Ndjougou aussi, mais dans d'autres parties il y a quand même la calmie, d'où je peux citer le gouverneur pour dire que mes coups de chapeau de ce qu'il était fait, mais ce qui est là, les enseignants souffrent. Il faut rappeler que l'implication du bureau administratif de l'intersyndicale des enseignants est une première dans le secteur, une organisation qui se veut déterminante pour canaliser les doléances et défendre les droits des enseignants. La circulation a repris sur la route nationale numéro 27 en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. Cette reprise intervient après une offensive réussie des forces armées de la République contre la milice CRP. Depuis mardi, la réouverture de cet axe stratégique suscite un vif soulagement chez les usagers, longtemps privés de cette voie essentielle à la mobilité et aux échanges. Le point avec Joël Balinda depuis la province de l'Ituri. En Djougou, dans la province de l'Ituri, le trafic routier a repris ce mercredi 29 avril sur la RNV7, entre l'attaque de rebelles de la CRP contre le régiment de FARDC basé à Pimbo. Plusieurs véhicules longtemps bloqués circulent désormais sans inquiétude. Ce retour à la normale est le fruit des efforts de FARDC appuyés par la MONUSCO et les autorités politico-administratives, grâce à l'implication des autorités coutumières du secteur de Walendou-Djati. Le long de la route, les villageois vidés de leurs habitants reprennent peu à peu leurs activités, notamment en Djougou, dans le groupement Djaouda et Bassa, dans la chefferie de Bahema Badjere. Le constat sur place montre une situation sécuritaire plus calme qu'au lendemain de l'attaque. Mais à Jina, plus de 200 déplacés restent sans abri sous la protection de la MONUSCO. Une assistance humanitaire est vivement recommandée pour ces familles, ainsi que pour les populations des entités touchées, Mambisa, Bahema Badjere et Walendou-Djati. Unis comme un seul homme, le collectif des présidents communaux de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, ville de Kinshasa, est monté au créneau, réunis au siège du parti. Ces cadres dénoncent ce qu'ils considèrent comme des tentatives de déstabilisation orchestrées par certains détracteurs. Ils réaffirment par la même occasion leur attachement et leur loyauté au président national statuaire, Modeste Bahati Lukwebo, tout en mettant en garde contre toute initiative visant à fragiliser leur formation politique. Ils déclarent rester mobilisés pour préserver la cohésion au sein du parti face à toute tentative de déstabilisation. Suivez leur déclaration. Les collectifs de présidents communaux de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, pour la ville-province de Kinshasa, dénoncent avec la dernière énergie le manœuvre et cabale d'un groupuscule de fraudeurs qui ont été radiés du parti pour trahison. Les collectifs de présidents communaux de l'AFDC ville-province de Kinshasa, ces agitateurs sont au service des officines obscures qui cherchent par des coups bas et bien d'autres moyens immoraux à nuire à l'initiateur, président national, statutaire, et autorité morale de l'AFDC dans le but satanique de fragiliser notre grand parti. Nous, présidents communaux de la capitale, condamnons toute le manœuvre de ces agitateurs qui n'ont aucune qualité pour engager l'AFDC. Nous rejetons par ailleurs les sollicitations que ces fraudeurs ont menées auprès de plusieurs d'entre nous pour tenter de nous convaincre à rejoindre les camps de la trahison. Nous réaffirmons haut et fort notre loyauté au président national statutaire et autorité morale de l'AFDC, Modeste Bahati Lukwebo, ainsi qu'aux 7 résolutions issues du 4e congrès du parti.
nous adressons une mise en garde aux fondeurs qui n'ont plus qualité pour parler au nom du parti, ni pour en aborder les couleurs. Au regard des violations graves commises par la bande de fondeurs, nous exhortons la justice de mettre ces derniers hors d'état de nuire. Enfin, nous saisissons cette occasion pour présenter nos vives et chaleureuses félicitations au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité de référence de l'Union sacrée de la nation, pour son leadership éclairé dans la recherche de la pacification de l'Est de notre pays. Nouvelle étape au Fonds national d'entretien routier. Ce jeudi 30 avril, sous la conduite de son directeur général, Pierre Bunduki Ndongala, les directeurs ont signé des contrats de performance. Cet engagement formel vise à renforcer la gouvernance, la redevabilité et l'efficacité de l'institution dans sa mission de financement de l'entretien routier en RDC. Reportage de Laure Kitoga et Jean-René Kossi. C'est dans les installations du Fonds national d'entretien routier, FONER, que la cérémonie des signatures de contrats de performance présidée par le directeur général Pierre Bunduki Ndongala s'est tenue. Elle a réuni les principaux responsables des institutions autour d'un engagement commun en faveur de la performance et de la redevabilité. À travers la signature de ces contrats de performance, les concernés se sont formellement inscrits dans une dynamique de gestion axée sur le résultat. Vous allez comprendre que le contrat de performance, c'est un tableau de bord. Ce sont des indicateurs de performance qui servent à évaluer les capacités opérationnelles de chaque directeur. Vous savez bien, au niveau général, nous avons des directions opérationnelles. Moi, je parlerai de la direction technique qui est assignée à plusieurs objectifs à atteindre à la fin de l'année et sur base desquels je suis évalué. Dans le contrat de performance, il y a tous ces indicateurs de performance qui décrivent les différentes tâches auxquelles que je dois assurer. Quelques directeurs ont souligné lors de la rencontre l'importance de cette démarche dans l'amélioration de la gestion de ressources et le développement des infrastructures routières en RDC. C'est un exercice tout à fait régulier et normal. Et vous savez, la première mission du FONER, c'est d'abord la collecte des ressources pour financer l'entretien routier au niveau national et au niveau provincial. Et pour cet exercice 2026, le prévision de ressources des FONER s'élève à 230 millions de dollars. Les contrats signés constituent désormais un véritable tableau de bord pour chaque direction fondé sur le portefeuille de projets financés. La production régulière des rapports financiers et des activités, l'amélioration de la mobilisation de ressources ainsi que le renforcement de la gouvernance à travers un contrôle interne accru. Les défis, pour revenir à votre préoccupation, c'est que notre travail régalien, c'est de récolter les ressources pour financer les travaux routiers. Alors, dans ce travail de récolte des ressources, nous nous butons au problème de fraude douanière. Cette cérémonie peut également porter la marque stratégique dans le renforcement de la gouvernance, de la redevabilité et de l'efficacité au sein de cette institution clé chargée de financement de l'entretien et des infrastructures routières sur le plan national. À Kinshasa, dans la municipalité de Kasavubu, le carrefour des avenues Victoire et Éthiopie se dégrade de jour en jour. Nid de poule et eau stagnante compliquent fortement la circulation dans cette partie, pourtant très fréquentée. Face à cette situation, les usagers s'interrogent sur le retard des travaux de réhabilitation. Reportage d'Israël Ngita. Au cœur de la commune de Kasavubu, le croisement des avenues Victoire et Éthiopie ne ressemble plus à un carrefour urbain, mais à un champ de bataille. La stagnation des eaux usées sortant du marché Gambela et les caniveaux bouchés transforment chaque pluie en un piège insalubre, dégageant une odeur toxique, des natures à empoisonner le quotidien des commerçants environnants. Le grand problème que nous rencontrons ici, c'est au niveau de la chaussée, parce qu'il y a une rupture de chaussée entre le croisement des avenues d'Éthiopie et Victoire. Ce qui fait qu'il y a un grand trou qui s'est formé, alors l'eau a tendance à se déverser sur la chaussée et ça ne facilite pas la circulation des véhicules par là, créant ainsi des embouteillages conséquents. Et il y a eu notamment des tentatives de réparation, de rénovation de la part de l'État, bien sûr, mais
elles n'étaient pas assez efficaces ou elles n'ont pas été faites avec les normes qu'il faut. Donc, de ce fait, la route ne cesse de se dégrader, la chaussée ne cesse de se dégrader. Il y a des inondations, notamment de l'eau qui sort de la ville Éthiopie, qui se déverse à partir du marché, qui se déverse sur la chaussée. Et nous retrouvons aussi des caniveaux qui sont au niveau de la ville Victoire, qui sont bouchés par du sable, et tout l'eau se déverse également sur la chaussée. Il faudrait leur lancer un appel, ce serait tout simplement de leur demander de faire le travail qu'il faut, avec les normes qu'il faut pour qu'il y ait une stabilité au niveau de cette route. Derrière chaque nid de poule et chaque flaque d'eau stagnante, ce sont des journées de travail perdues, des moteurs brisés et des commerces qui s'asphyxient. Réhabiliter ce tronçon est une urgence réclamée par tous au profit de l'environnement et de la santé. Coupe du Monde 2026, la Fédération internationale de football association a revu à la hausse ses répartitions financières en faveur des sélections qualifiées. Pour la phase finale engagée dans cette campagne, la RDC empochera près de 28 500 000 $ et répartis comme suit. 2 500 000 $ comme fonds de préparation, 10 millions de $ comme prime de qualification et participation à la phase finale et 16 millions de $ comme appui logistique, un total de 28 500 000 $ qui fera l'affaire des Léopards de la RDC qualifiés pour la deuxième fois de leur histoire dans une phase finale de la Coupe du Monde 52 ans après. Fin de cette livraison, je vous rappelle ses principales articulations. RDC Éducation, un hommage au goût amer, c'est normalement une célébration, mais aujourd'hui le cœur n'y était pas. Alors que le pays marque la journée de l'enseignement, entre les bancs vides et les craies posées, le corps enseignant exprime un profond malaise suite à la précarité persistante. Assemblée nationale, Jacquemain Chabani maintient le cap. Le suspense a tenu l'hémicycle en haleine, mais le verdict est tombé. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a survécu à la tempête parlementaire. La motion de défiance qui le visait a été stoppée net, lui offrant un nouveau souffle politique au-delà des critiques vives de l'opposition. Et puis en Ituri, c'est le soulagement sur la route nationale numéro 27, une bouffée d'oxygène pour l'économie et la sécurité dans l'Est. Après des semaines d'incertitude et de blocage, le trafic reprend enfin sur cet axe dans le territoire de Djougou, après les récentes prouesses des FARDC qui ont mis en déroute la milice CRP. Merci d'avoir suivi ce journal et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.